Bonjour à tous. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Mathieu, je suis hydrologue. L'hydrologie, c'est donc l'étude de la dynamique des flux dans le cycle de l'eau, qui est la pluie, le ruissellement, l'infiltration, l'évaporation, l'évapotranspiration. Et Virgile, qui fera la deuxième partie de notre présentation, est hydrobiologiste et ichtyologue. Donc lui travaille plus sur les espèces biologiques qui sont dans la rivière. Donc on va tenter d'explorer un peu la continuité écologique de la rivière, mais qui est aussi une continuité mécanique. Je ferai la partie la plus physique au départ, et la partie plus biologique, c'est Virgile qui suivra. Petit topo sur l'eau douce. L'eau douce représente sur la planète 3% de l'eau présente sur Terre. Sur cette eau douce, l'eau de surface qui va nous intéresser sur les rivières représente 0,4% de l'eau douce, et l'eau qui est dans les rivières représente 1,6% de l'eau de surface. Tout ça pour dire qu'à la fin, on finit à 10-3% de toute l'eau sur Terre qui se retrouve dans les rivières. Donc c'est pour avoir un grand ordre d'idée à l'échelle de la planète. Une rivière, c'est une voie d'écoulement, et on parle de rivière en Polynésie, mais en fait, les grands écoulements qui terminent à l'embouchure, on devrait parler de fleuves dans la définition exacte, les rivières étant des affluents des fleuves. Mais on a l'usage ici de parler de rivière, donc on parlera de rivière. Et une rivière, un fleuve, un écoulement, est totalement lié à son bassin versant. Donc c'est-à-dire tout l'espace géographique sur lequel la pluie va tomber et qui va, par ruissellement, une partie de cette eau qui tombe va se retrouver dans la rivière. C'est ce qui détermine en fait la zone géographique de la rivière. Pour l'exemple, là, j'ai pris deux bassins versants distincts à Rayatea. Donc Averarei, qui est un bassin versant très long, et Wharoa, pour ceux qui connaissent, un bassin versant beaucoup plus ouvert. Si on parle de continuité biologique, un bassin versant très large, plus large, si la végétation est bonne aussi, il va mieux retenir l'eau et va mieux soutenir les étiages, c'est-à-dire les basses eaux quand il ne pleuvra pas et qu'il n'y aura pas d'apport atmosphérique. Dans un bassin versant où il y a beaucoup plus de pente et beaucoup plus allongée, l'eau elle va beaucoup plus filer et aller vite, et il y aura aussi plus d'impact en cas de crue. Qu'est-ce qu'un cours d'eau ? Il y a une définition juridique. Donc c'est un écoulement qui présente un débit suffisant une majeure partie de l'année. On catégorise les cours d'eau en trois parties. On a les cours d'eau qui sont pérennes, permanents, il y a de l'eau tout le temps, donc le bassin versant, même sans pluie et sans apport atmosphérique, va nourrir la rivière. Le bassin temporaire, le bassin versant n'est pas suffisant et certaines parties de l'année, il n'y a pas d'eau. Et le cours d'eau qui est éphémère, c'est qu'il ne se rentre en charge qu'à la suite d'un épisode pluvieux suffisant. Et sur un même cours d'eau, on a parfois des tronçons qui peuvent être pérennes, temporaires, éphémères, ça peut être naturel ou lié à un impact humain. On parlait tout à l'heure du captage de la Punaru. Le cours d'eau de la Punaru est pérenne à l'amont et même pas temporaire, il est éphémère à l'aval. Sur le territoire de la Polynésie française, donc plusieurs archipels, bon je passe un peu, mais il n'y a que les îles hautes qui sont concernées par les rivières et suffisamment hautes. Par exemple à Bora Bora, il n'y a pas de rivière. Et sur toutes ces rivières, donc là on a fait une liste par archipel, c'est juste ceux qui sont en bleu là où ce sont des rivières pérennes. Et en fait, pérenne, c'est ça qui va nous intéresser pour la continuité mécanique et la continuité biologique d'une rivière, où les poissons pourront circuler toute l'année, en tout cas toute la faune. Une rivière, un cours d'eau, ça rend des services écosystémiques aux hommes. Services d'approvisionnement, de régulation, de soutien et services culturels. Je rentre un tout petit peu dans les détails. L'eau, directement, pour les services d'approvisionnement, c'est tout ce qui est l'eau potable, l'eau pour l'irrigation agricole, l'eau pour l'énergie, l'eau pour l'industrie. Par exemple, la centrale thermique de la Punaru pour EDT permet de refroidir les moteurs. Et la recharge des nappes. Également, la rivière va recharger les nappes. Ressources biologiques, poissons, crustacés. Alors, ce n'est pas trop le cas ici, mais c'est lié à la prédation. Si on pêche des espèces d'eau douce qu'on va vendre ou qu'on va manger, et après, tout ce qui est matériaux, donc là, c'est tous les éléments autour de l'eau même, mais dans le lit de la rivière, sable, gravier. Et ça,
ici, c'est très impactant. Pour ceux qui se sont baladés dans certaines rivières où on récupère les cailloux, c'est les cailloux les plus faciles à récupérer, ils sont de très bonne qualité, ils sont nettoyés. Pour les constructions en béton, c'est parfait, mais ça a un énorme impact sur la continuité. Services de régulation, donc il y a les services hydrologiques. Donc une rivière, ça permet d'atténuer les crues en partie, parce qu'une rivière, sa vie, c'est pas juste un canal d'écoulement. Il y a le lit mineur, le lit moyen, le lit majeur. L'eau va s'étaler en fonction de l'énergie et du volume d'eau qu'elle a à faire passer. Régulation de la qualité de l'eau. Un cours d'eau dans un état naturel va vraiment participer en fait, au nettoyage de l'eau. Et c'est ça qui, dans les cours d'eau les plus naturels, après une pluie, on voit un peu de couleur sédimentaire chocolat, mais très vite, en moins d'une demi-heure, ça redevient clair, ce qui n'est pas du tout le cas dans les rivières qui sont fortement anthropisées, où le panache de sédiments se voit très loin dans le lagon et à l'extérieur. Régulation du climat, stockage, transfert de carbone, on peut parler aussi des températures autour de ces vallées. L'eau, c'est plus froid qu'autour. Ça a des intérêts très importants. Et la régulation des sédiments, parce qu'il y a le débit liquide, mais la rivière aussi transporte beaucoup de matériaux, d'érosion, des cailloux, du sable. Et la rivière, naturellement, elle va étaler tout cet apport sédimentaire dans son lit pour l'amener petit à petit, si elle n'est pas modifiée. Et c'est cet équilibre-là que joue la rivière pour ne pas se retrouver avec des énormes tas de cailloux qui vont dévaler d'un coup. Services culturels, Irian en a parlé un peu, donc les choses qui sont liées aux mythes, aux légendes. Il y a aussi des lieux sacrés, on trouve aussi pas mal de sites archéologiques, agricoles qui sont à côté des rivières. Il y avait de l'irrigation ici qui était liée à ça, et donc voilà, c'était tout ce système. C'est encore le cas, hein. La rivière est utilisée pour l'agriculture. Récréation, baignade, kayak, tout ce qui est agréable, et le côté esthétique du paysage. Enfin, les services de soutien, donc sans rentrer dans les détails, on partagera la présentation, vous pourrez rentrer plus en détail. Cycle de l'eau, création, maintien des habitats, le cycle des nutriments et surtout le maintien de la biodiversité. Comment on travaille autour d'une rivière ? La première chose, c'est de disposer d'un schéma géographique, le tracé des cours d'eau, les bassins versants, de travailler sur la pluie. En Polynésie, c'est l'apport essentiel et même unique de l'eau. Il n'y a pas de nappe fossile. Donc la seule eau disponible vient de la pluie. S'il s'arrêtait de pleuvoir sur Tahiti pendant 1 an, toutes les rivières seraient à sec. Nécessité de travailler sur les débits, également, donc le débit derrière, parce que toute l'eau de pluie ne se retrouve pas en ruissellement dans la rivière. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. Et après, les évaluations liées aux limites, les débits d'étiage. Donc les débits d'étiage, c'est les débits minimums que la rivière peut avoir. Alors il y a plusieurs débits d'étiage, le débit maximum, on va rentrer dans les détails un peu après, mais sans eau, il n'y a pas de continuité. C'est le premier truc. Donc c'est quand même très important de regarder tout d'abord quelles sont l'eau. Donc là, c'est une carte de tous les talwegs de Tahiti. Alors ils ne sont pas tous en eau, mais ça permet de se représenter dans la topographie toutes les zones d'écoulement préférentielles. La pluie. Sur cette carte, nous avons le RHT, le réseau hydrologique de Tahiti, qui a été mis en place par l'Orstom, repris par l'IRD et aujourd'hui géré par la cellule hydrologie de l'équipement en Polynésie française. Donc là, on a toutes les stations pluviométriques et hydrométriques qui ont été installées et qui sont toujours en activité pour collecter la pluie. À cela, il faudrait rajouter tout le réseau de Météo France. Le réseau de Météo France se trouve sur la côte et le réseau interne de la Polynésie se trouve dans les montagnes, en haut, et c'est quand même la pluie qu'il y a dans les montagnes qui vont engendrer, qui vont nourrir au maximum le débit. Donc c'est pour ça que ce réseau est très important. Il peut faire très beau en bas, et on peut quand même prendre une crue. Voilà, donc juste pour vous montrer des stations pluviométriques. Donc on a la grosse bassine qui ressemble... c'est un totalisateur, donc lui, il va récupérer toute l'eau de pluie et tous les mois, on vient regarder quelle est la hauteur d'eau qui a plu dans le gros cylindre blanc. Le plus petit cylindre là, qui est en cône, c'est un pluviomètre AOG. Donc, en fait, dès qu'il pleut et que 0,2 mm sont cumulés, il y a un basculement d'OG qui est enregistré et horodaté. Et en fait, ça permet de voir l'intensité d'une pluie. S'il pleut beaucoup et très fort, l'OG va basculer très vite.
et ça va nous permettre de voir dans un court pas de temps les volumes de pluie. Donc, quelques petites données pour avoir une idée. Donc là, c'est des mesures qui ont été faites entre 1958 et 2024. Donc le cumul médian, donc AFA, c'est la station qui est à l'aéroport. 1600 mm d'eau, ça fait 1,6 litres au mètre carré. Donc on a le sud-ouest de Tahiti, Mataya, au sud après Papara. En fait, c'est juste pour vous montrer. Donc déjà, les volumes sont différents, pratiquement le double vers le sud-ouest. Et surtout, en fait, la saisonnalité n'est pas la même. On a l'impression, quand on est vers le nord de Tahiti, qu'on a une forte saisonnalité. Donc il pleut fort dans les périodes comme actuellement, la période humide, mais c'est sec pendant les mois de juin, juillet, août, septembre. Alors c'est très très net, on voit bien les grosses variations. Mais après Papara, la variation est beaucoup moins flagrante et l'eau est beaucoup plus répartie, même s'il y a quand même décembre est un mois très pluvieux. Et là, on est sur des mesures qui sont très longues. De 70 à 2007, là, on a pratiquement 40 ans de mesures. Relation pluie-débit, ce qui est intéressant. Donc là, on est dans la Punaru, juste au-dessus du captage. C'est pour ça qu'on a de l'eau. Donc la pluie, elle est en bleu et le débit est en orange. En fait, on voit une dynamique du signal qui est très proche. La pluie alimente bien la rivière. Et on peut voir que les pics de crue liés à des grosses pluies peuvent être très très importants. Et les débits de base, qui sont les débits qu'on trouve proches de la ligne du zéro, sont très proches des débits d'étiage. Ce qui est la caractéristique des régimes torrentiels que l'on a dans les îles tropicales et très particulièrement en Polynésie. Pour avoir une petite idée pour l'anecdote, lors du cyclone de 83, le débit de la Papineau a été estimé à 1000 m3 par seconde, alors que le débit moyen de la Papineau est entre 12 et 15 m3 par seconde. Voilà, vous voyez le multiplicateur que ça entraîne, et toute l'énergie dévastatrice. Ceci dit, on n'est pas là pour parler des crues, on va parler plutôt des étiages. Donc là, c'est la courbe des débits classés. On prend tous les débits journaliers, et on les classe du plus petit au plus grand. Attention, l'échelle est logarithmique pour qu'on puisse voir quelque chose. Sinon, on ne verrait pas la courbe des étiages qui est tout à droite. Et la partie du pic écraserait complètement l'échelle. Sur ces courbes des débits classés, on voit que le débit moyen est assez stable. Mais à partir d'un moment, s'il n'y a plus d'eau, le débit se tombe très vite. À quoi sert cette courbe? C'est qu'on va calculer des métriques qui vont être la récurrence d'un étiage, le niveau d'étiage, quel est l'étiage le plus court maximum dans une année sur 10 jours consécutifs, sur 30 jours consécutifs, dans un mois calendaire ou glissant. Voilà, c'est juste des exemples, c'est des métriques, après on calcule des temps de retour. C'est ces éléments-là qui doivent amener les aménageurs et le pouvoir public à choisir le débit réservé dans un ouvrage. C'est ce que disait Ria. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur l'eau, il n'y a pas d'obligation en Polynésie de mettre un débit d'étiage. Donc il y a beaucoup de captages qui prennent toute l'eau. Donc voilà, le plus symptomatique, c'est quand même celui de la Punaru. Mais il y en a plein d'autres. Des plus petits, il y en a plein d'autres qui prennent toute l'eau. Et en fait, l'idée, c'est à quel moment, sur quel niveau de la courbe, on se place pour obliger un débit réservé. Plus on va se retrouver vers la droite, plus on va sauver. On va avoir de l'eau de façon continue dans la rivière, mais moins le producteur d'eau va gagner d'argent. En hydroélectricité, c'est très bien ce que fait Maramanui, en fait, en tout cas d'utiliser les 10%, de laisser 10% de l'écoulement, même si ce n'est pas toujours suffisant, parce qu'il faut regarder quelle est la distance à la mer après, et le débit déjà dans la rivière, mais c'est bien ce qu'ils font, mais ces 10%, c'est de l'argent en moins. Ils produisent moins d'électricité, ils gagnent moins d'argent. C'est tout de suite ça, c'est ce qui se passe aussi après pour Punauia. C'est si on prend de l'eau, si on arrête de prendre de l'eau parce qu'il n'y a plus assez d'eau, la population ne va pas être contente parce qu'il n'y aura plus d'eau au robinet. Voilà. Nous, on n'est pas là pour décider, on est là pour donner les métriques, les ordres, et puis après, les données scientifiques. Et à partir de là, les politiques des comités de pilotage vont décider ces aspects-là, quel est le débit qu'on va laisser dans la rivière. J'ai fini pour ma partie, je vous remercie, et c'est Virgile qui va enchaîner.
Bonjour à tous. Donc moi je vais effectivement faire une petite transition. Donc avec Mathieu, on a l'habitude et on travaille assez régulièrement ensemble, puisque la biologie, elle ne peut pas être déconnectée, comme on disait, du milieu physique. C'est pas possible. On a une nécessité de connaître ce qui tombe, comment ça finit dans le cours d'eau et quelles sont les limites. Nous, on a choisi de traiter effectivement de la notion de continuité écologique. Donc pour qu'il y ait continuité écologique, comme le disait Mathieu, il faut c'est une continuité sédimentaire et biologique, c'est-à-dire qu'il faut assurer le transit des sédiments, de l'eau et des espèces qui y vivent. Un petit aperçu de ce qu'on a comme connaissance sur les espèces. Donc ça remonte les derniers travaux scientifiques vraiment majeurs dans le domaine. C'est les années 2000, donc il y a 25 ans maintenant, où le muséum avait fait pas mal de campagnes de terrain. Et depuis, c'est des petites avancées au coup par coup, avec des publications tout de même quand il y a des nouvelles connaissances. Mais on en reste sur, on va dire, une vision qui a à peu près 25 ans. Pour vous donner une idée, c'est la liste, on va dire, des espèces de poissons crustacés qui sont connus de l'archipel de la Société. Donc il y a des noms évidemment qui évoluent, c'est le jeu de la taxonomie, c'est une science en soi. Et il y a des nouvelles espèces, soit parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a décrites, soit c'est parce qu'on ne les avait pas trouvées, donc ça en fait une nouvelle dans la liste. Puis après, il y a quand même aussi les nouvelles espèces, celles qu'on aimerait ne pas voir arriver, c'est-à-dire en fait toutes celles qui sont introduites. Donc quand je parle de 30 espèces de poissons et crustacés, c'est hors introduction. Parce qu'introduction, depuis la liste, on commence à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est que sur celles qu'on a déjà croisées. Donc, comme le disait Ria, s'il y a une chose à retenir et qui est vraiment structurante dans la gestion des espèces aquatiques en Polynésie française, c'est le fait que les espèces elles soient diadromes. Donc, elles ont besoin alternativement de passer de la mer à l'eau douce et de l'eau douce à la mer. C'est cette particularité, donc déjà, c'est ce qui a permis la colonisation tout simplement des îles, comme l'expliquait. La dispersion se fait par les courants marins. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une île à l'autre au gré des courants, parce que la larve nage pas. Elle nage pas à contre-courant, elle n'est pas capable. Tout à l'heure, elle prenait l'exemple des leptocéphales. Elles ont une forme en feuille de sol pour pouvoir prendre plus facilement le courant. Donc en fait, elles sont amenées à parcourir de plus grandes distances uniquement liées au courant marin. Elles n'ont pas de nage active au sens strict du terme. Elles font uniquement une nage verticale en fait, qui leur permet de se nourrir. Donc les cycles de vie, l'anguille, je vais passer assez rapidement puisqu'elle vous l'a présenté. Je vais vous présenter donc celui qu'on appelait anciennement les gobiidés, qui n'existe plus. Donc du coup, c'est les fameux INA. Les INA, c'est une post-larve. Comme elle vous l'expliquait, les adultes sont en rivière. Les œufs sont pondus sous les galets. Les œufs éclosent au bout de 48 à 72 heures et ont besoin de se retrouver en mer très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, la larve, elle descend le cours d'eau uniquement sur ses réserves vitellines. Elle ne se nourrit pas du tout. Donc si elle reste en eau douce, elle va mourir. Elle n'est pas adaptée ni d'un point de vue de l'osmorégulation, ni d'un point de vue de la nourriture. Et donc c'est la phase, on va dire, océanique qui est intéressante, parce que c'est elle qui permet d'avoir d'une part une dispersion, mais d'autre part aussi, et c'est pour ça qu'on n'a encore que des espèces qui sont comme ça sur nos cours dans les cours d'eau de la Polynésie française, c'est qu'en fait ça constitue un stock. C'est-à-dire quand on a des événements, on va dire, un peu cataclysmiques avec des énormes crues, eh bien on sait qu'en fait on a toujours des larves en mer, et c'est elles qui vont venir recoloniser après les événements qui sont vraiment marquants. Donc c'est valable pour les éléotridés, on a un cycle qui est relativement proche. Mais donc du coup, c'est pour les culias ce qu'on appelle ici natto. C'est pas aussi simple. On a la garantie qu'ils ont besoin de passer par l'eau de mer, parce que ça se voit sur l'autolithe. Au-delà de compter les stries, on est capable d'aller faire de la microchimie, c'est-à-dire avec un laser, d'aller faire une ablation très précise à un endroit qu'on veut. Et puis dedans, on va doser, par exemple, notamment le rapport strontium-calcium, qui nous permet de savoir s'il était dans l'eau douce ou s'il était dans l'eau de mer à ce moment-là. Donc on sait qu'il passe par la mer, mais on n'a pas la certitude pour le moment que la ponte soit réalisée soit en estuaire, soit dans l'océan, voire même dans l'eau strictement douce. Mais ça fait partie, on va dire, des recherches qu'il conviendrait de conduire, mais voilà. À savoir qu'on a des hippocampes d'eau douce, donc notamment du genre Microphis. On a d'autres espèces, mais il y a des hippocampes dans les rivières. Et pour le coup, sur celle-là, ça a été montré, parce que c'est les mâles qui portent les œufs jusqu'à éclosion,
relarguent bien leurs larves dans la rivière, et c'est bien la larve après qui finit en mer. Et donc il revient au stade toujours post-larvaire. On a le même cas sur les chevrettes, qu'on appelle ici chevrettes, mais qui sont donc bien des crevettes, où on a une dizaine d'espèces, où là, en fait, il y a 2 cas possibles. Soit, en fait, les femelles vont relarguer des œufs prêts à éclore dans le cours d'eau, soit, sinon, elles vont descendre des vallées pour pondre le plus près possible, en fait, pour augmenter la survie. Les 2 cas ont été observés chez ce genre-là. Les crabes, c'est les mêmes. Alors ici, on ne le voit pas souvent, mais on a des crabes en eau douce. Il y a plusieurs espèces de crabes en Polynésie française dans les eaux douces, et c'est le même fonctionnement. Et pour la petite histoire, parce qu'on en parle rarement ou plus rarement, mais on a des gastéropodes aquatiques, donc des escargots, hein, notamment toute la famille des Néritidés, qui, eux, sont également en fait diadromes, de la même manière. C'est-à-dire que la larve, elle est pélagique, capable de se déplacer, de coloniser. C'est comme ça que ça a colonisé d'ailleurs toutes les îles. Suite à cette petite présentation du cycle, l'objectif, en fait, c'était effectivement de faire du lien avec la partie que Mathieu vous a présentée. C'est si on souhaite préserver toute cette vie dans les cours d'eau, il faut savoir qu'est-ce qui les impacte et puis savoir comment on peut faire. Donc les impacts, les premiers, c'est sans doute la dénaturation en fait, de leurs habitats. Ils habitent sous un galet pour un petit poisson. Un galet de la taille de votre main, ça peut être son habitat pendant toute sa durée de vie ou presque. Dans tous les cas, l'endroit où il va se cacher, se reproduire. Et il suffit de mobiliser les sédiments, de les tasser, par exemple, tout simplement, ou de favoriser l'érosion pour colmater les éléments grossiers pour faire qu'en fait l'habitat n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est sans doute une des plus grosses pressions qu'on a ici, avec celle que je vais vous présenter plus en détail, qui sera la continuité. Mais la destruction des habitats ici a un impact colossal sur les espèces, en sachant que là où on habite, en bas, c'est là où toutes les espèces passent. Du fait qu'elles soient migratrices, elles sont toutes obligées de passer par ces voies qu'on a aménagées, voire même plus que suraménagées dans certains cas, puisqu'on a été dans certains cas capable de les bétonner du fond aux berges. Comme ça a été évoqué, je vais passer assez rapidement, mais les prélèvements d'eau excessifs, l'hydroélectricité est un cas entre guillemets à part, puisque l'eau est restituée au milieu. Alors il n'est pas restituée là où elle est captée, mais elle est restituée. Ça a un avantage, c'est qu'il y a des endroits, notamment à La Réunion, ils ont réussi à montrer que sous certaines conditions, avec certaines turbines et certains types d'aménagements, les larves qui font 1 mm de long étaient capables de transiter par les conduites et ressortaient indemnes, parce qu'en fait, elles ne vont pas prendre une pale sur la tête, parce qu'elles sont trop petites, elles se comportent comme une molécule d'eau, ou presque. Par contre, les autres usages de prélèvement, quand vous prenez de l'eau pour irriguer votre jardin, s'il y a des larves dedans, vous irriguez avec des larves, mais elles ne retrouveront jamais la mer. C'est le cas pour les usages industriels, c'est le cas pour les usages agricoles, et c'est le cas pour l'eau potable. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on soustrait à une rivière, à un moment donné ou l'autre, se retrouve avec des larves qui transitent dedans, et ces larves sont toutes petites. Et si on capte, par exemple, comme on disait tout à l'heure, 90% du débit, si c'est intégré sur l'année, c'est 90% de la production larvaire qui est complètement détruite. Donc le débit réservé a un réel intérêt à mettre en œuvre. La continuité, donc ça c'est lié à la construction des ouvrages. Je dis bien ouvrages au sens large, parce qu'effectivement les grands on les connaît bien, c'est l'hydroélectricité, mais c'est loin d'être la majorité. Et donc dedans on va retrouver des barrages, des captages, des déversoirs, des ponts, des bus, des passages à gué, tout un tas d'obstacles qui ont été créés pour pouvoir favoriser l'urbanisme, pour favoriser les usages qu'on a tous les jours. Parmi les pressions, on va retrouver celle qui pourtant viendrait peut-être à la tête de beaucoup en premier, la pollution. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de grosses industries ultra polluantes, et quand bien même il y en a dans certains endroits, ça ne représente pas la majorité des cours d'eau. On a quand même encore beaucoup de cours d'eau qui sont exempts de pollution chimique très lourde ou quoi que ce soit. L'introduction d'espèces exotiques a aussi une bonne part dans les problématiques. Le changement climatique, il faut le voir sous pas mal d'angles différents. C'est que ça va changer d'une part les régimes hydrologiques des rivières, tout ce que Mathieu vous a présenté, c'est-à-dire que ça va changer la dynamique. On va peut-être avoir des périodes de sécheresse qui seront plus longues, donc des périodes de stress qui seront plus intenses pour les espèces qui y vivent.
avoir peut-être des événements, on va dire, type crue, qui vont être plus marqués, plus impressionnants, donc avec beaucoup plus de dégâts sur les populations en place. Mais c'est aussi une augmentation toute simple de la température, puisque la température des cours d'eau est influencée par la température de l'air, naturellement. Donc, par exemple, quand on parlait de la répartition des espèces, où il y a des espèces qui vont aller plus en altitude, elles le font aussi pour atteindre leur optimum thermique. Donc, si on augmente la température, à un moment donné, celles qui sont déjà en haut, elles ne le trouveront plus, leur optimum thermique. Donc, on risque d'avoir un souci. Et puis après, il y a des questions de survie et des questions d'eutrophisation liées à la thermie. La surpêche. Alors, la surpêche, pour le moment, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, il y a de la pêche des INA, mais c'est des altérations qui n'agissent pas dans les cours d'eau, puisque pour le moment, les prélèvements ils sont réalisés uniquement en mer. Mais la partie vivrière est très, très, très mal documentée et très mal connue en Polynésie. Donc, la continuité écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est la libre circulation des sédiments, d'amont en aval, et la circulation des espèces d'aval en amont et d'amont en aval. On parle donc de montaison quand on arrive de la mer et qu'on va vers la terre, et on parle de dévalaison quand on part du côté terre pour aller vers la mer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au point de vue international, si on parle de toute espèce, y compris autre que des espèces aquatiques, c'est bien la fragmentation des habitats qui est considérée comme étant une des premières causes du déclin de la biodiversité. Donc les maintiens de la continuité écologique, biologique dans ce cas-là pour les espèces, c'est une condition sine qua non si on entend les protéger. Donc quels effets ça a ? Un barrage, il ne va pas forcément, comme ça vous a été présenté, il ne va pas forcément interdire le passage à toutes les espèces. Il peut limiter le nombre de passages, il peut y en avoir qu'une fraction qui va passer, 10, 15, 20%. Ça va créer des retards. Alors à la dévalaison, comme si la larve elle est capable de tenir sur ses réserves que pendant 2 jours, si elle est en retard, elle va mourir. À la montaison, par exemple, quand ils vont arriver, c'est des grandes concentrations, comme on disait, les civets, les INA, c'est des gros paquets. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, devant l'obstacle, il va y avoir une perte de temps. Une perte de temps, ça veut dire qu'on favorise la prédation. C'est-à-dire que les prédateurs, c'est plus simple pour servir quand les autres, ils n'arrivent pas à partir. Et puis on va favoriser, par exemple, aussi la propagation des maladies. C'est-à-dire que si dedans, on a des individus qui sont porteurs d'une maladie, la promiscuité, il n'y a pas mieux pour pouvoir refiler le bébé au voisin. Donc ça a des impacts, même si on est capable de passer, même s'il y en a qui passent, et effectivement c'est une réalité, il y en a qui se retrouvent tout en haut, même en ayant franchi 5 ou 10 barrages, mais ça a quand même des impacts, et qui sont sérieux. Je passerai très rapidement, mais c'est un des cas, là, c'est le cas de la Punaru. Au-delà de l'obstacle, effectivement, si on n'est pas capable d'assurer un débit à l'aval de l'obstacle, ça devient une barrière également. C'est-à-dire qu'à sec, quand vous avez un cours d'eau qui est asséché suite à un prélèvement, tout ce qui provient de l'amont n'arrivera jamais à la mer. Donc tout ce qui est produit à l'amont, vous pouvez avoir une super belle population, ça ne participera pas au stock, à aucun moment. Ça ne participe plus du tout à la dynamique de la population. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'espèces, en fait, finalement, c'est devenu une souricière, quoi. Et on a un problème de la même manière, c'est que les espèces qui arrivent par l'océan sont incapables d'aller coloniser des milieux qui, eux, pourtant, pourraient être en très bel état et disposer d'écoulements qui leur conviendraient parfaitement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour travailler sur la continuité écologique, il convient dans un premier temps de recenser ces obstacles, de les décrire, parce qu'ils n'ont pas tous le même impact, ils ne sont pas tous situés au même endroit. Un ouvrage, un barrage qui serait au bord de la mer, il impacte toutes les espèces. Un ouvrage qui est situé à 500 mètres d'altitude, il impacte que les espèces qui vont à 500 mètres d'altitude. On a des espèces qui restent uniquement dans le cours inférieur des cours d'eau. Donc il va falloir l'évaluer. Et puis après, ça peut se restaurer, la continuité écologique. Ça fait partie des choses qui se font dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et puis généralement, c'est réévalué parce que les usages changent, le cours d'eau change, évolue. Et du coup, ça se réévalue dans le temps. Généralement, par exemple, dans le cadre des politiques européennes, c'est tous les 6 ans. Donc qu'est-ce qu'on a comme ouvrage ? Je vais passer rapidement, mais par exemple, donc on disait les ouvrages liés à la production hydroélectrique. Donc c'est des grands ouvrages très visibles, très connus. Au jour d'aujourd'hui, on en a au moins 59 en Polynésie française. On a 5 vallées, certes, qui sont équipées à Tahiti. Il y en a qui sont équipées à Raiatea, il y en a à Ivaoa, Nukuiva, Fatuiva. Il y a des ouvrages liés à la production hydroélectrique sur d'autres îles que Tahiti. Dans certains cas, si on prend par exemple la Papineau, c'est 21 ouvrages. Ce n'est pas uniquement les grands barrages, les captages sont aussi des ouvrages. Et on ne compte uniquement là que l'hydroélectricité. C'est-à-dire que dedans,
par exemple, des ouvrages de franchissement, pas forcément dans cette rivière, mais un ouvrage de franchissement peut être un obstacle. Les ouvrages destinés à l'eau potable, on n'y pense peut-être pas assez souvent, c'est facile d'ouvrir le robinet, effectivement, mais on a le CHSP qui rend un rapport une fois par an. Alors là, certes, il est ancien, mais il présentait l'avantage où dedans, il y avait le nombre de captages en rivière destinés à alimenter la population. Il faut savoir qu'en fait, il y a plus d'ouvrages pour alimenter, c'est-à-dire qu'on a besoin d'alimenter sur toutes les îles où cette ressource-là est disponible et où elle est exploitable. Donc, par exemple, si vous prenez le cas, à Mooréa, c'est 21 bassins versants qui sont concernés par le captage et sur lesquels on n'a pas de débit réservé. C'est-à-dire qu'en fait, Mooréa, aujourd'hui, se retrouve avec la quasi-totalité de ces rivières à sec, alors qu'il n'y a pas de production hydroélectrique. C'est 100% à cet endroit-là pour de la production AEP, eau potable, pardon. C'est aussi une problématique. Ça s'applique à l'ensemble des acteurs. Et là, je vais vous passer sur encore un autre acteur, c'est que on ne fait pas d'agriculture sans eau, c'est très difficile, il y a peu d'endroits où on le fait. Et on a également un certain nombre, ou un nombre certain, comme on veut, d'ouvrages uniquement destinés à des captages à des fins agricoles. Et on en construit encore très régulièrement pour pouvoir continuer à viser notre autonomie alimentaire. Au-delà de ces ouvrages sur lesquels on prélève, on a des ouvrages sur lesquels on ne prélève pas qui peuvent poser problème, à savoir par exemple des ouvrages, comme je disais, de franchissement routier, des passages à gué qui ont été bétonnés, sur lesquels en fait l'érosion a fait son œuvre et où on se retrouve à avoir une marche qui peut faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et puis sur lequel on a des écoulements qui vont être en surverse et qui ne permettent plus le franchissement. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple un ouvrage qui va capter pour de l'eau potable ou pour de l'hydroélectricité qui sera franchissable, mais on peut avoir des ouvrages routiers qui paraissent insignifiants quand on est dessus en train de se promener ou de passer avec son véhicule et qui peuvent avoir des conséquences assez énormes. Il en va de même pour les buses. Pour les espèces aquatiques, c'est une plaie, parce qu'en fait, quand on a un jet qui est surversant, on ne peut pas nager dedans. C'est pas possible. Donc les espèces qui nagent ne peuvent pas passer. Et puis après, je vais vous expliquer ce qui se passe pour les autres espèces. Et si on n'avait pas fini encore avec les ouvrages, il faut savoir qu'on est aussi capable d'en faire pour l'agrément. C'est-à-dire que si vous allez voir les jardins d'eau, c'est bien, mais on a fait des barrages pour qu'il y ait des jardins d'eau. On fait des barrages sur lesquels il n'y a aucune solution de franchissement non plus, et où en fait, ils servent qu'à du paysager. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des obstacles que rencontrent ces espèces-là. Et si on les cumulait, puisqu'on n'a pas de carte officielle aujourd'hui, c'est à peu près tous les cours d'eau qui sont concernés. Donc comment on caractérise un ouvrage ? C'est là où on travaille généralement ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est liée à la connaissance des débits qui y transitent. On travaille sur la géométrie de l'ouvrage, on va travailler sur les pentes notamment, les distances à franchir, et puis la manière dont se propage, on va dire, la ligne d'eau, à savoir que quand on a par exemple des jets, des chutes, c'est des problématiques pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe ? On a ce que disait Ria, il y a plusieurs modes de franchissement en fait. On a une chance, c'est qu'on a les espèces qui sont présentes là, elles ne sont pas capables que de nager. On a des poissons qui sont capables de faire de la reptation, pour les anguilles. On a les gobiidés, qu'on appelle cycidinés, qui sont capables de se ventouser. C'est-à-dire qu'ils ont une fusion des nageoires pelviennes qui leur permettent d'avoir un disque qu'ils peuvent mettre en dépression et donc ils peuvent grimper. C'est le cas notamment des INA, c'est comme ça qu'ils franchissent et c'est les espèces d'ailleurs qu'on retrouve généralement le plus haut, les Sisiopterus. On a des espèces comme les crustacés qui sont capables de marcher, de sortir de l'eau pour franchir l'obstacle. Donc on a du franchissement par la marche. Et puis après on a des franchissements par l'escalade pour certaines espèces qui vont utiliser alternativement soit leur pectoral, soit leur mâchoire pour pouvoir progresser sur l'obstacle. Donc en fait on peut tirer parti de toutes ces facultés pour leur proposer des solutions, mais à condition d'avoir un débit. Parce que finalement on en revient toujours à ça, et c'est pour ça qu'on s'est croisés au départ, c'est qu'en fait si on n'a pas de débit, on ne peut pas faire passer personne. On ne peut pas assurer ni leur milieu, ni leur franchissement, c'est pas possible. Donc c'est la donnée d'entrée pour pouvoir travailler. Donc c'est des choses qui existent ailleurs, ça s'appelle par exemple des trames vertes et bleues ou des corridors écologiques, des trames même noires par exemple pour les espèces qui se promènent la nuit ou des endroits où on essaye de ne pas mettre de lumière pour les oiseaux. Voilà, c'est la même chose qui existe dans les cours d'eau, ça s'appelle une trame bleue. C'est un outil, il n'y aura pas de développement au sens strict durable sans prise en compte, on va dire, de ce qui se passe là, parce qu'on est bien content d'avoir tous les services écosystémiques qu'on vous a présentés, mais
Si on enlève l'eau, il n'y a plus les services non plus. Donc restaurer, oui, on sait faire, c'est une science. Ça fait déjà plus de 50 ans que la restauration de la continuité écologique un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de savoir quelles sont les espèces concernées à l'endroit où on se trouve. Les espèces, elles ne vont pas toutes au même endroit, elles n'ont pas toutes besoin de toutes les mêmes exigences écologiques. L'exemple, c'est comment se répartissent les poissons, on va dire d'un point de vue un petit peu théorique dans la rivière. Ça va dépendre des altitudes, mais ça dépend aussi des pentes et de l'énergie qui déplace les matériaux. Il en va de même pour les crustacés, mais il y a des solutions. Donc voilà, là je vais vous présenter rapidement des solutions. Ça a été une partie 10 ans de ma vie avant d'arriver en Polynésie française, où en fait on travaillait sur la construction de passes à poissons un peu partout. Et ça, c'est des passes à anguilles notamment. Donc là, celle que vous voyez en haut, c'est une passe sur le Rhône, dans laquelle en fait on utilise des petits picots pour pouvoir ralentir et favoriser, on va dire, la reptation. Et puis vous voyez que même dans des cas de barrage, on va dire, relativement compliqués, il y a des solutions. C'est possible de faire franchir les espèces, mais après il faut quand même des débits pour pouvoir alimenter ces dispositifs-là. Donc il faut nécessairement passer par des débits réservés. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Tout à l'heure, Jean-Yves nous parlait de grands projets de restauration qui ont lieu par rapport à la faune et la flore. Et par rapport aux rivières, est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau du pays? Est-ce qu'il y a des projets de restauration d'envergure un peu pour... Pour le moment, nous, à notre connaissance, il n'y a pas de projet de restauration à proprement parler vraiment sur la rivière dans le sens de son continuum. Ça devrait être, on va dire, ça devrait être un avantage. Les cours d'eau sont du domaine public en Polynésie française. C'est pas le cas, par exemple, en métropole. Il y a une grande partie en métropole qui sont du domaine privé. C'est les deux propriétaires riverains qui sont propriétaires de chacun de la moitié du lit. Ici, l'ensemble des cours d'eau sont propriété c'est le domaine public. Ça forme le domaine public fluvial, qui est géré par le GEGDP, donc qui est une cellule de la direction de l'équipement. Mais en fait, ça ne peut émaner entre guillemets que d'eux, puisque c'est les seuls à pouvoir, on va dire, autoriser des modifications quelles qu'elles soient sur leur domaine, puisque c'est le domaine public. Et c'est eux également qui engagent normalement la plupart des travaux qu'on voit, c'est l'équipement qui est censé les engager à travers la gestion du domaine public. Et tout ce qui est ouvrage, normalement, c'est des occupations du domaine public. Donc ça devrait également, ça doit passer par cette même cellule qui autorise le prélèvement et qui devrait peut-être l'encadrer différemment. Pour compléter, la population habite dans la zone de plaine. L'occupation qui se développe de plus en plus prend de l'espace sur la zone d'écoulement des rivières. Je parlais du lit majeur tout à l'heure, donc notamment ça. Et comme il y a des problèmes liés aux inondations qui s'accentuent avec le changement climatique, des épisodes de plus en plus intenses, même si le cumul sur l'année est le même, mais la répartition tend à changer. La réponse actuelle de la Polynésie, du gouvernement, est de dire il faut qu'on évacue plus vite l'eau. C'est ça, on a trop d'eau qui arrive, il faut l'évacuer le plus vite possible. On a moins d'espace, trop d'eau, il faut l'évacuer. Pour l'évacuer, leur réponse, mais c'est pour ceux qui connaissent la rivière juste à côté, c'est que sur 2 km, ils ont fait un caniveau en béton. Et là, dans un caniveau en béton, il n'y a plus d'habitat, il n'y a plus rien. Et des débits d'étiage, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. L'eau, elle part, il n'y a plus du tout d'eau qui est retenue par la végétation, par plus rien. Et donc, comme disait Virgile, toutes les espèces passent par là. Et c'est sûr, la Nawata, bientôt, il ne va plus rien avoir au-dessus. Pratiquement sûr. Voilà. Et donc, en fait, dans les zones urbaines, ça, c'est la réponse actuellement des autorités qui se discutent. Hein. Leur objectif, c'est de limiter le risque. De limiter le risque pour les gens. Il y a peut-être d'autres solutions à envisager, mais pour l'instant, c'est leur vision. Voilà, et donc la restauration, on en est assez loin, parce que si on restaure au-dessus d'un endroit qu'on a tout bétonné, c'est pas très utile en fait. Je vais poser la question s'il n'y avait pas d'études d'impact, parce qu'on entend souvent parler d'études d'impact, en plus ça coûte cher, contribuable, tout ça, quoi. Si, il peut y avoir des études d'impact, parce que les études d'impact, elles sont déclenchées, on va dire, à partir de certains seuils, soit parce que vous remblayez un certain volume, soit parce que vous le déblayez, soit parce que vous allez modifier un certain linéaire. Après, il faut savoir que l'étude d'impact, pour que ça modifie le projet,
il faut que ça rentre dans certains critères. Et ces critères-là, au jour d'aujourd'hui, en fait, on a une réglementation ici qui est basée sur les espèces. C'est-à-dire qu'on ne protège pas les milieux, on protège les espèces. Le code de l'environnement, il fonctionne comme ça en Polynésie, c'est propre à la Polynésie, mais on a décidé, certains ont décidé que c'était comme ça, et il n'y a aucune espèce d'eau douce qui n'a intégré le code de la Polynésie française. Donc on peut faire absolument ce qu'on veut. À l'heure actuelle, on peut faire toutes les études d'impact. En fait, ils n'ont même pas besoin d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, ils ne se gênent pas pour ne pas y aller. Parce que, vu qu'en gros, dans tous les cas, ça ne leur sera pas opposable. Donc, en fait, ça ne rentre même pas dans l'étude d'impact. C'est-à-dire qu'il peut y avoir étude d'impact qui vont dire il y a potentiellement telle espèce. Et je vous rassure, je suis assez bien placé pour savoir que généralement, ils ne font même pas appel à moi et qu'on n'est pas très nombreux à travailler sur les eaux douces. Donc, en fait, non, il n'y a pas. Ce n'est pas une question qu'il n'y a pas d'étude d'impact. C'est qu'il peut y avoir une étude d'impact, mais vu que tout repose sur le fait que si l'espèce est protégée, effectivement, ça aura des conséquences. Mais si on n'a pas d'espèce classée protégée, non, ça n'a pas. Et on n'a pas cette vision d'ensemble, par exemple, de la fonctionnalité du bassin versant. C'est-à-dire que ce que j'ai tenté de vous expliquer, en espérant que le message ait été reçu, c'est qu'on a besoin que ça fonctionne de bas en haut et de haut en bas. Donc, effectivement, 2 km de béton ici, ça veut dire condamner l'ensemble du bassin versant. Alors, même si on avait fait une étude d'impact à l'échelle des 2 km, j'ai envie de dire, c'est même peanuts par rapport à ce qui se passe, parce que les conséquences, on va les payer pendant des années maintenant. Il faut savoir que la restauration, les agences de l'eau en France estiment qu'aujourd'hui, ça coûte à peu près 10 fois plus cher de restaurer que de détruire. C'est-à-dire que là, ça a coûté un peu plus d'1 milliard. Restaurer le morceau qui a été bétonné, si on devait le faire, il faudrait sans doute l'estimer à plus de 10 milliards. Voilà. Alors, vous avez parlé des fameux débits réservés, et on a parlé de 10%, qui est apparemment une réglementation peut-être nationale, voire européenne. Pourquoi ces 10% de débits réservés, et quel pourcentage il faudrait pour assurer la bonne santé d'une rivière au niveau de son écosystème biotope et biocénose, à votre avis, sachant que ceux qui s'occupent des réglementations européennes, nationales ou locales aiment bien mettre des pourcentages, des seuils à respecter. Les 10%, donc c'est 10% du module, hein, c'est pas 10% de ce qui se passe en permanence, c'est 10% d'une statistique sur plusieurs années. Déjà, c'est une réglementation qui est celle qui est effectivement appliquée en métropole. Et c'est sans doute pour ça qu'Engie s'y attache ici, parce qu'ils connaissent cette réglementation-là et qu'ici, il n'y en a pas. Et alors après, est-ce que ces 10%, c'est suffisant ? Il faut savoir que ces 10%, ça tient d'études qui ont été faites à l'époque aux États-Unis, qui a un certain monsieur Tennant qui a fait une étude dans laquelle il a croisé les débits avec ce qui se passait en termes de biologie, de courantologie, de sédimentologie, d'habitat, en essayant d'être le plus large possible, et qu'il a défini en fait que donc eux ils avaient 2 saisons à l'endroit où ils travaillaient, que à partir de 50% on commençait à avoir on va dire une version dégradée de la rivière, que jusqu'à 30% c'était quelque chose qui restait acceptable, et que 10% c'était la limite qui était fixée en dessous de laquelle on va dire c'était irrécupérable. Il faut savoir que donc, ça s'est fait dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, là où on a rentré, on va dire ça, en droit français. On a retenu que les 10%. On n'a pas retenu que c'était les 30%. Mais sinon, donc, la publication, c'est tenante. Et en fait, effectivement, ils estiment que quand on descend en dessous les 30%, effectivement, on commence à mettre en péril les fonctions vitales du cours d'eau. Pour juste compléter, si on a un cours d'eau dont le débit d'étiage est à, je sais pas, 10 litres par seconde, si on n'a plus que 10%, on n'a plus qu'1 litre par seconde, et s'il faut faire 1 km, il n'y a plus rien. Donc ça ne suffit pas. Ça dépend vraiment des cours d'eau. La Papeno, si on prend 10%, je parlais débit moyen, là, on est à 10 mètres cubes seconde, on prend 10%, il nous reste 1 mètre cube. 1 mètre cube, ça va plus loin, c'est une histoire de volume. Donc ça va dépendre du bassin versant, de la rivière, de la pente. C'est pour ça qu'il faut l'étudier rivière par rivière. En fait, il faudrait, plutôt que de mettre une norme complètement figée, et idéalement, mais c'est dur pour le politique ou pour la réglementation,
Idéalement, il faudrait peut-être changer certains paramètres en fonction des rivières et il faudrait créer des typologies de rivières et dire pour ces typologies de rivières, on va utiliser telle métrique. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait une discussion collégiale autour de ça qui prend en compte les enjeux. Mais voilà, de caler un 10% ou autre chose, c'est pas toujours extrêmement pertinent. Je me permets juste de compléter. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, on va dire, ce qu'on appelle aussi des débits minimums biologiques. Donc en fait, c'est différentes techniques pour arriver à calculer qu'est-ce qu'il faudrait laisser. On a des techniques qui sont d'ordre hydrologique, comme on disait, on prend un pourcentage des débits classés, connus ou d'une statistique. Après, on a des méthodes qui vont être plutôt liées, on va dire, à l'hydromorphologie et où on va essayer de regarder, par exemple, qu'est-ce qu'on va perdre en termes de surface en eau à partir d'un certain seuil. En fait, la surface en eau, elle se comporte un petit peu comme le débit là, sur le graphe là, qui est derrière moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle va chuter très vite à un certain moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va perdre une très grande quantité d'habitat. Et en fait, c'est les méthodes, on va dire, entre guillemets, qui sont hydrauliques, elles vont se concentrer sur la perte d'habitat. Et puis après, maintenant, on va dire, on est capable d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable de se baser sur le modèle biologique, donc c'est le débit minimum biologique, où là, en fait, on va avoir des courbes de préférentiel d'habitat par espèce. Et du coup, là, c'est, on va dire, pour telle espèce, si on fait baisser le débit de cette manière-là, on va perdre, par exemple, ces habitats, la vitesse sera trop basse pour elle, ou la hauteur d'eau, ou la granulométrie disponible, parce que la granulométrie, elle n'est pas uniformément répartie dans le limineur. Donc du coup, il y a des solutions pour pouvoir être beaucoup plus précis et beaucoup plus intégrateur. Après, il faut savoir que c'est plus lourd. Donc généralement, ça se fait, hein, même en métropole. En métropole, il y a le fameux 10% du module. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que personne ne peut descendre en dessous ces 10%. Et après, au cas par cas, l'administration peut demander des études supplémentaires à la charge de celui qui va exploiter pour prouver que les 10% sont suffisants, et s'ils ne le sont pas, l'administration peut remonter ces seuils-là, ça peut aller jusqu'à 20-25% sans problème, ça peut doubler largement. Mais ça nécessite des études et des connaissances. Mais du coup, quel est l'état écologique de la rivière de la Punaru, où il n'y a même pas les 10% de ce que j'ai retenu? C'est l'état écologique, c'est encore autre chose. L'état écologique... En fait, il faut être capable d'analyser différents compartiments. Ça va par exemple, du débit. Est-ce que le débit est altéré? Est-ce que la physico-chimie de l'eau est altérée? On peut avoir un mauvais état écologique parce que c'est la physico-chimie qui est altérée sans que, par exemple, la géomorphologie, l'habitat soit altéré. Si la qualité d'eau n'est pas bonne, on n'aura pas non plus. Donc généralement, on se base sur la physico-chimie, on va se baser sur l'hydromorphologie, c'est-à-dire en gros comment les sédiments se répartissent et comment ils se positionnent. Et en plus de ça, après, du coup, on intègre ce qu'on appelle donc la biologie, et notamment à travers les bioindicateurs. Donc pour faire ça, c'est différentes méthodes. En fait, c'est des méthodes comparatives. On essaye de voir l'écart, on mesure l'écart à un état initial, normalement censé être pristine, c'est-à-dire sans aucune, on va dire, pression anthropique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile de trouver, on va dire, quel serait l'état de référence déjà. C'est-à-dire d'avoir une rivière qui n'aurait jamais été impactée, qui n'a pas été abîmée, modifiée, ni quoi que ce soit. Mais il n'empêche que c'est le développement de tout ce qui est bioindication aujourd'hui, ça n'a pas été fait en Polynésie française. Ça a été fait dans les autres territoires, mais ça n'a pas été fait en Polynésie française. On peut utiliser différents bioindicateurs. Généralement, c'est ce qu'on appelle le macrobenthos. Donc c'est tout ce qui, dedans, ça va regrouper tout ce qui est insectes, macrocrustacés, gastéropodes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un ensemble de prélèvements dans lesquels on va compter, regarder la diversité, regarder, il y a des indices qui sont faits, des indices biotiques dessus, des indices de Shannon-Weaver, tout ce qu'on veut. Et en fait, tout c'est sur les indices de diversité. Et en fait, on le compare par rapport à une référence sur laquelle on est censé avoir un peuplement type théorique. Et si on est dégradé, on peut parler effectivement de l'état écologique dégradé. Pour le moment, en fait, ici, on peut juste constater, mais être capable de dire, comme on parlait tout à l'heure des poissons quand Tereia était là, est-ce qu'il devrait y en avoir plus que ce qu'il y en a aujourd'hui? Personne ne dispose des données pour dire il devrait y en avoir. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que c'est normal? La seule chose qu'on voit, c'est qu'en étudiant, par exemple, si on fait un peu de dynamique des populations, parce qu'on fait la biométrie énormément quand on fait du terrain, on est capable d'avoir des cohortes. Et on sait que, par exemple, si on a des cohortes qui se décalent vers que des individus très âgés, c'est-à-dire qu'on a un problème de recrutement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de renouvellement. Par exemple, sur les anguilles, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe.
Pour être honnête, c'est pas qu'il n'y a plus d'anguilles dans les rivières. C'est que celles qu'on voit et celles que tout le monde voit, c'est les très grosses anguilles. Ces anguilles qui sont probablement vieilles, beaucoup même peut-être plus vieilles que ce qu'on imagine. Mais les civelles, il y en arrive, c'est vrai. Il y en arrive régulièrement, là on est en plein dedans. Mais ça n'empêche pas que, est-ce que ce qui arrive aujourd'hui est suffisant pour renouveler, on va dire, le stock ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Les données sont trop récentes. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on a, à chaque fois, on va dire qu'on procrastine, entre guillemets, pour récolter la donnée, on perd l'antériorité aussi. Donc, si on commence en 2030 à s'intéresser à ce qui se passe dans les rivières, on ne pourra jamais dire oui, mais en 1980, c'était mieux, quoi. C'est pas possible, puisqu'on n'aura pas la donnée. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, on fait, entre guillemets, un petit peu avec ce qu'on a. On essaye, dès qu'il y a des bonnes volontés pour pouvoir faire de l'acquisition de connaissances sur la biologie, ça sert pour la gestion. Parce que, par exemple, ne serait-ce que travailler sur les capacités de migration, si on veut restaurer la continuité écologique, il faut qu'on sache quand est-ce qu'elles arrivent, quelle taille elles font, comment elles se déplacent, est-ce qu'elles sont capables de monter telle ou telle chose. On ne peut pas restaurer si on ne dispose pas de la connaissance de base en biologie, quoi. Compte tenu de l'état actuel de la biodiversité des rivières, si vous aviez carte blanche, si on vous donnait une baguette magique, par quoi est-ce que vous commenceriez ? Est-ce que ça serait quelque chose au niveau juridique qu'il faudrait changer ? Parce qu'on a vu que le pays a fait des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de la biodiversité. D'autres ont été faites qui vont peut-être dans le sens de la biodiversité des rivières. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez par ordre de priorité, on va dire ? C'est une réponse difficile, hein. C'est à la fois génial, mais moi, la première chose que je ferais, c'est de redonner de l'espace à la rivière. C'est d'empêcher les habitations. Aujourd'hui, c'est normalement 5 mètres. Alors, on voit plein de maisons qui sont vraiment sur le bord de la berge, des fois même dedans. Mais il faut laisser 30 mètres plus dans certaines rivières. En fait, c'est de laisser de l'espace à la rivière. Ça résoudra les problèmes d'inondation, en grande partie, en tout cas les gros dangers. Et ça permettra de ralentir aussi l'eau, ça permettra d'avoir des zones de stagnation, sachant qu'il faut quand même conserver des usages, notamment l'eau potable, notamment sans doute l'hydroélectricité, mettre en place des moyens importants, justement, pour avoir ce débit réservé sur les ouvrages, d'inventorier tous les ouvrages, les ponts, les gués, les buses, et d'avoir ce rôle un par un de casser ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas utile, et d'améliorer, et parce que, comme le disait Virgile, tout est améliorable. On a les techniques. Quand ils refont un gué, par exemple, pourquoi pas, si c'est pour désenclaver une partie où les gens ne peuvent pas accéder. Mais au lieu de le faire sans poser de questions, ce serait de poser des questions à des gens comme Virgile, qui leur disent juste, quand vous faites du béton, mettez la pente comme ça, juste pour que ça permette de passer, ou pour éviter de l'érosion. Rien que ça, on avancerait. Donc de l'espace à la rivière et laisser de l'eau. C'est pas si compliqué que ça, mais voilà. Et puis arrêter de bétonner les rivières et de prendre des cailloux dedans aussi. On en profiterait peut-être si on avait des moyens et carte blanche pour essayer de les connaître un peu mieux, parce que je pense que s'ils en sont dans cet état-là, c'est parce qu'on n'y a pas assez prêté attention, qu'on les connaît pas assez et qu'on ne se rend pas forcément compte de tous les services dont on tire tous les jours, parce qu'on est peut-être, les Polynésiens sont sans doute, sans aucun doute même, arrivés par la mer, mais ils ne se sont pas installés pour rien sur des îles hautes, et les marais ne sont pas construits n'importe où non plus. L'eau douce, ça avait un sens. Et aujourd'hui, on est peut-être un peu trop tourné sur la mer, même si la vue est belle, mais de l'autre côté, il faut savoir qu'on dépend quand même de ce qui se passe dans notre dos, quoi.